Good evening, good Eh bien, afternoon, bonsoir from Paris, de and thank Paris you for et joining merci us à vous online. d'être I see we en have some ligne. Je friends vois in que nous avons Paris, des amis Bahrain, de Dubai, Paris, and New Bahreïn, York, Dubaï, and même de New Argentine. York et So, buenas l'Argentine. tardes, Buenas and tardes. thank you for Et joining merci us à vous tonight d'être here in avec Paris nous to talk about aujourd'hui pearls à Paris in a pour very parler de specific perles. way, the D'une manière relation très from Bahrain particulière, to les Paris. liens We have entre the Bahreïn et great Paris. pleasure Nous avons le grand to plaisir welcome tonight d'accueillir ce His soir Excellency Son Sheikh Excellence Khalifa bin Sheikh Ahmed bin Khalifa Abdullah Al bin Khalifa. Ahmed bin Thank you Abdullah so Al much for Khalifa. joining tonight. You are Merci the beaucoup d'être president avec nous ce of the soir. Vous êtes Bahrain le président Authority de for l'autorité cultural. And thank you so much bahreïnienne pour la for joining and culture. sharing Merci with us d'être avec nous your pour passion partager and votre your passion et knowledge. votre We are connaissance. with Nous Leonard sommes Swift, avec art Léonard historian at Swift, École. historien de And I am l'art Olivier à Sénéral, l'école, et je gemologist and the suis director of gémologue et Sculptural directeur de Art l'École des in arts Asia. joailliers en Asie-Pacifique. Tonight, we Ce talk about soir, nous allons l'école parler de for l'école newcomer, new pour joiners. les nouveaux. With us tonight, Avec you nous know, ce l'école soir, vous was savez que l'école a created été fondée by Van Cleef & Arpels 12 years il y ago a in 12 ans Paris, à here, Paris, just ici, near, in fact, in Place Vendôme. cette année And with the d'ailleurs, à la new place facility we Vendôme, have here in avec Merci notre Argenton, a wonderful nouvel new hotel immeuble, particulier. un hôtel And we have particulier permanent Ferbelleux, campus in et nous Dubai, avons un campus in permanent à Dubaï, à Shanghai, and in Shanghai, Hong Kong. ainsi qu'à So Hong if you are Kong. traveling Donc, si vous or voyagez, based in this city, please don't ou si vous hesitate êtes to dans come cette to ville, visit n'hésitez pas à us. venir nous We voir. travel also in different Nous voyageons cities également with dans all our différentes villes teachers, all our avec programs nos to professeurs, meet nos you programmes everywhere pour vous you rencontrer are based. partout où vous êtes. Tonight, we Ce are here soir, in nous sommes Paris, ici à Merci Paris, Argenton, à Merci because we Argento, organize, parce que nous thanks avons to organisé, Leonard grâce and my à team, Léonard et moi-même, I like to say a nice une exhibition belle exposition, dirais-je, about pearls sur les called perles, Paris, the city nommée Paris, of pearls. la ville des And perles. we are really happy to present Et this nous sommes exhibition très heureux de until the présenter 1st cette of June. exposition jusqu'au 1er And juin. of course, we have a Et bien great sûr, catalog nous avons un très behind beau here. catalogue So thank you, ici. Leonard, Merci, to Léonard, realize and provide d'avoir this wonderful catalog. rédigé, produit ce beau catalogue. Ah, merci, c'est un plaisir. C'est une belle aventure que nous avons démarrée ensemble, pas tellement loin de Bahreïn, hein? C'était un long parcours, un long voyage qui a commencé dans la région du Golfe et maintenant c'est à Paris. Ça, c'est touchant pour nous de voir ce parcours. Pendant très longtemps, il y avait des idées préconçues sur les perles et on voulait véritablement parler de la vérité historique et scientifique. Et cette exposition, c'est l'occasion parfaite pour raviver cette connaissance, cette recherche sur les perles depuis toutes ces années. Et c'est un honneur de continuer ce discours avec différentes régions du monde. Après tout, Paris est la capitale du monde. Elle a pu être au centre du monde pour les activités commerciales au début des siècles passés, grâce à de nombreux partenaires. Et on en parlera. Il y avait beaucoup de familles bahreïniennes, d'ailleurs, qui ont travaillé en partenariat avec des marchands français dans la région, dans le Golfe, à Bahreïn, mais également à Paris. Il y avait des échanges dans les deux sens. Et on vous parlera de tout cela, mais il faut lire le catalogue pour en apprendre davantage. Oui, et il y a quelques images aussi par voie d'introduction pour ceux qui sont loin. Nous allons faire un voyage dans ces collections et ces expositions pendant les mois à venir. Mais ceci, on va vous montrer quelques sites de l'exposition avec cette très belle scénographie mise au point par l'école. Effectivement, c'est un parcours, hein? La manie de la perle à Paris, c'était une quasi-obsession, hein, à Paris et qui affectait toutes les facettes de la culture à l'époque. Le cinéma, la photographie, l'opéra, les illustrations et bien sûr la joaillerie. Bien entendu, l'exposition. Pour nous, c'est une façon de mettre en exergue et montrer les plus belles pièces qui étaient
inspiré par ce matériau précieux et fascinant, c'est-à-dire la perle naturelle. Et en effet, c'est très beau de tracer les perles à l'origine, mais quand on voit ces couleurs et cette qualité de perles, elles viennent probablement de Bahreïn et de la mer autour de Bahreïn. Voici un bel exemple de ce qu'on peut y trouver. Merci encore d'être avec nous ce soir, parce que Bahreïn est probablement le lieu le plus important pour les perles. Et c'était très touchant pour Léonard et moi-même quand nous sommes allés à Bahreïn pour rencontrer les experts et les différents producteurs, les marchands de perles, et pour découvrir que Bahreïn est un lieu très, très important pour les perles naturelles. En effet, notamment au début du XXe siècle, il y avait un énorme appétit pour les perles naturelles sur différents marchés en Europe et en Asie. Bahreïn se trouvait au centre et a prospéré pendant cette période. Devant nous, nous voyons quelques décrets qui réglementaient l'industrie. L'industrie était réglementée très tôt, au XXe siècle, par le gouvernement de Bahreïn, et cela a permis d'avoir la crédibilité la plus importante pour les perles naturelles dans la région. Il y avait tout un réseau qui soutenait l'industrie, depuis les plongeurs jusqu'aux marchands. Et ainsi, on est devenu un acteur mondial pour fournir le monde en perles, avec les meilleures perles au monde. Effectivement, c'est un beau lieu à visiter, hein, et j'incite ceux qui nous écoutent de visiter Bahreïn. J'étais très ému de découvrir votre pays et de pêcher moi-même. On en parlera un peu plus tard. Mais aujourd'hui encore, c'est important. Hein? Et c'est important pour l'avenir de la perle naturelle à Bahreïn. Oui, c'est très accessible, hein, un projet, comme vous le savez maintenant. Il suffit d'avoir un permis. Et si vous trouvez une perle, vous pouvez le garder, je l'espère. Ah, merci beaucoup. On va donc démarrer notre voyage en volant pour découvrir Bahreïn davantage et la région. Et pour promouvoir les liens entre notre pays, parce que Léonard, vous travaillez dans les archives et différents sites et vous mettez en exergue les liens entre l'Europe, la France et le Bahreïn. Vous avez raison, Olivier. C'est important de comprendre que ces liens entre la région de Golfe, eh bien, ce n'est pas ancien. Il y a eu des liens pendant des siècles. On le sait, c'est un fait. Grâce aux archives, il y avait des partenariats récents, mais aussi Pline l'Ancien, par exemple. Pline l'Ancien, dans les temps antiques également, on en a parlé. Et le Golfe était déjà une région importante. On parle des cartes. Les cartes nous donnent beaucoup d'informations. Parmi les cartes les plus anciennes fabriquées pour la région étaient déjà en train de montrer Bahreïn dans la région. C'est surprenant. Quand vous regardez l'Arabie en temps médiéval, c'est un désert. Mais là, c'est très précis. Regardez autour de Bahreïn, décrit comme une île. En fait, c'est une île en quelque sorte. Hein? Tout autour de Bahreïn, vous trouvez plein de points en jaune. Et ces points indiquent la présence de bancs d'huîtres. Et par conséquent, la présence de perles. Parce que les huîtres n'étaient pas pour être mangées, mais ils pêchaient pour trouver des perles. Et c'était le cas tout au long du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. La pêche a disparu dans la région, mais c'est protégé à Bahreïn. Et encore aujourd'hui, vous pouvez pêcher des
des huîtres et même des perles peut-être dans la région. Un partenariat très important. Au-delà de ces échanges culturels, il faut comprendre que la culture de plongée pour les perles, les chants, tout cela reste important à Bahreïn. Ça fait partie du patrimoine intangible. Vous pouvez peut-être nous en parler. En effet, c'est une industrie intéressante avec différents composants. Chaque personne dans la société était liée à l'industrie de la pêche d'une façon ou d'une autre. C'était le moteur de l'économie, la principale source de revenus pour le gouvernement à l'époque. Il y a les plongeurs, les marchands, une industrie, pas simplement pour les perles, mais c'est une industrie qui avait besoin de bois, de différents matériaux importés surtout de l'Inde et de l'Est. Pour aider cette industrie, ce que nous voyons devant nous, ce sont des images importantes. Il y a beaucoup de documentation autour de cette période, prise par des photographes locaux ainsi que par des voyageurs européens qui ont documenté cette période. Dans les années 60, la pêche traditionnelle, et ça existe encore aujourd'hui, mais c'est plus contemporaine. Mais là, vous voyez des plongeurs qui plongeaient tous les jours pendant des mois. Ils sortaient pendant quelques heures avant de revenir pour retrouver le confort de la ville. Donc la pratique existe encore, mais de manière contemporaine. Intéressant, on adore les perles. La France, vous savez, je connais les perles depuis fort longtemps. Mais on peut apprendre les perles par différentes façons, par la science, bien sûr, mais aussi de par la culture et par les gens. Quand on regarde toutes ces photos avec toutes ces traditions, avec toutes ces vies autour des perles, c'est fascinant. Et on va voir quelques images, mais cela est toujours présent en Bahreïn de manière très contemporaine et intense. Absolument. On va maintenant aller à Bahreïn et là, vous voyez une carte du pays, du royaume et de l'île. Et l'équipe a mis au point un projet fabuleux à Bahreïn et qui s'appelle la Pearling Pass, la voie des perles. Oui, effectivement, c'est un site urbain qui est un témoignage à cette économie. C'est un site mondial, le patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le port, il y a des exemples d'immeubles et de monuments. L'idée était de trouver les meilleurs exemples, les mieux préservés de certains composants de cette société, que ce soit la maison des plongeurs, des marchands, des marchés, des magasins, le port. Quand le visiteur parcourt ce chemin de plusieurs kilomètres, bien sûr, la ville s'est développée sur le plan géographique et en population. Mais ça reste encore une ville typique que l'on retrouve dans beaucoup d'autres villes. Mais Muharraq a son architecture propre. Il y a différents éléments qui reflètent cela, les perles, la joaillerie, le patrimoine intangible, je dirais, mais aussi l'architecture. C'est un beau témoignage également. Ces exemples que vous voyez sur cette carte, on parcourt différents composants de la ville et vous êtes en contact avec un récit historique à travers des expositions, des objets, mais aussi l'expérience. Quand vous êtes dans le souk, par exemple, vous pouvez en profiter de différents biens et produits. Et là, ça c'est l'idée de ce projet. Le projet des chemins des perles. Et ça, ce sont des immeubles inscrits au patrimoine de l'UNESCO
et qu'on peut voir avec plaisir. Dans les prochaines images, on voit des immeubles qui ont été ouverts au public aujourd'hui, où ils peuvent apprendre davantage des différents segments de la société. Et on veille à ce que on couvre tous les éléments. Par exemple, une des maisons, voilà, ça c'est la maison des plongeurs et d'autres maisons également. Même le rôle des femmes, bien sûr, cela a été négligé par beaucoup de chercheurs, vous savez. Ils mettaient l'accent sur la plongée, sur les perles. Mais vous imaginez bien que pendant la saison, la plupart des gens dans la ville étaient des femmes. Les hommes étaient partis en mer. Elles s'occupaient des foyers, de faire les activités, l'économie et autres pendant ces mois critiques. Donc, elles jouaient un rôle essentiel. Et nous avons une maison qui reflète leur contribution à la société, telle qu'on peut le voir encore aujourd'hui. Donc, cela montre les différents aspects des pierres qu'on n'associe souvent pas avec les perles, directement ou indirectement. Ah oui, c'est vraiment fascinant. Il y a quelques années, avec Léonard, nous avons pu le voir. C'est un lieu où les gens se passent. On voyait les perles comme une pierre précieuse, mais n'oubliez pas le passé. Depuis dans les différents monuments, structures, et il faut pouvoir les préserver, incarner ce passé. Et cette relation avec l'architecture, c'est très important. On a parlé des perles anciens du monde antique, mais cette architecture, c'est la raison, enfin les perles, c'est la raison plutôt, pour laquelle les gens se sont établis dans cette région. Ils se trouvaient, ils se mettaient sur la côte et ils développaient l'architecture ainsi. C'est assez touchant parce que ça nous fait remonter à des millénaires, à l'époque où les gens pêchaient pour trouver des perles. Ils créaient la ligne de pêche, etc. Ici, quelques exemples pour vous donner une idée. Avant de visiter Bahreïn, ici, c'est la maison de plongeurs. En fait, chaque maison a sa propre architecture. La maison du plongeur est modeste, une seule cour avec un certain nombre de chambres, avec de l'ombre. Donc, c'est une autre composition architecturale. Là, par exemple, la maison d'un marchand, il y a un auvent qui est là pour ventiler la maison, ou d'autres commerçants dans la filière de la perle. Il y a la maison murade, avec des espaces ombragés également. Et là encore, on trouve du contemporain et de l'ancien. Bien sûr, ces maisons ne sont pas occupées par les marchands. On change. Les familles étaient dans l'industrie des perles, mais plus maintenant. Il y a des gens qui ont repris cette pratique au cours des dernières décennies. Donc, c'est une industrie dynamique à Bahreïn. Cet immeuble, il s'agit du patrimoine intangible. Là, il y a la maison de la musique, avec beaucoup de patrimoine intangible lié au chant et à la musique. En effet, quand on se préparait pour cette exposition, on savait que la musique est très importante. À l'époque, c'était une transmission traditionnelle et beaucoup d'informations se trouvaient dans la raison d'être de la musique. En effet, la musique était sur le bateau, hein, directement,
dans les boutres. C'était pour encourager quand ils passaient d'un lieu à l'autre, quand ils levaient la voile ou quand ils... Enfin, c'était essentiel pour motiver les plongeurs à continuer parce qu'ils sont là pendant 2, 3 mois. C'est beaucoup de stress sur le plan mental et physique. Donc, c'est vraiment la chose qui pouvait les motiver à travailler encore plus dur. Pendant la période hors saison, ils pratiquaient toujours ces chants qui sont aussi parmi les patrimoines intangibles de l'UNESCO. Donc la musique est associée à Donc tout voilà, cela. c'est Donc c'est une la musique Bahreïn. pratiquée par les Les gens gens à Bahreïn, on chantent le voit, de façon avec hebdomadaire. différents Il y a artistes. des artistes Cela et cela montre témoigne de la comment fierté les gens de ressentie Bahreïn sont par les fiers gens de qui cette s'associent aux pratique. perles. Et ces maisons sont présentes, tout ce matériau lié à la musique, tout ce patrimoine, c'est disponible aux compositeurs sur site. Donc en fait, effectivement, c'est la musique avec et sans instrument. Il y a un immense patrimoine de culture, de patrimoine immatériel. Oui, et puis il y a aussi l'architecture. Il y a d'autres composantes architecturales assez contemporains. Voici le centre. Ici, il y a une toiture qui passe au-dessus des magasins, des anciens magasins, le souk aussi, et puis des places publiques végétalisées, et puis aussi des dispositifs pour jeter de l'ombre. C'est des lieux de rassemblement, c'est très important pour ce projet. Il faut capitaliser sur le tissu urbain qui représente si bien le patrimoine sur place. C'est une ville qui s'incarne, qui est habitée et qui est ouverte. C'est intéressant quand vous voyez ceci, c'est pas statique du tout. Chaque fois que vous vous rendez sur place, il va y avoir du mouvement, il y a des gens impliqués dans le commerce. C'est la vie, c'est la vie, à l'instar de n'importe quelle ville. Et ici, c'est au bout du parcours, c'est un complexe assez caractéristique, constitué par des marchands riches, des marchands perliers. Et on a cette maison, toujours habitée. Et nous avons à gauche une façade avec un relief. Ça, c'est le musée dédié aux perles. Et nous voulions effectivement montrer cette image parce que si vous voulez voir des perles naturelles, bien entendu, vous pouvez venir à Paris, mais bien entendu, il faut aussi aller à Bahreïn où vous pouvez voir des exemples remarquables de ce type d'objet au musée, par exemple. Et ce musée va abriter des perles issues du monde antique qui nous font remonter jusqu'à 4000 ans, et puis jusqu'aux perles pêchées l'an dernier. Donc en fait, c'est un spectre très ample qui témoigne de l'activité des locaux qui s'impliquent dans cette activité, mais il y a aussi d'autres marchands qui se sont appuyés, ou des créateurs qui se sont appuyés depuis le début du 19e siècle pour l'essentiel, s'appuyer sur ces éléments. Donc donc quand vous voyagez, allez voir ces perles naturelles parce que c'est vraiment très singulier. And maybe there is one preconceived idea we can straight away correct about natural pearls. I think you like to remind. Donc en fait, oui, ceux qui connaissent
l'école, à chaque fois, je dis toujours qu'il n'y a pas de grain de sable dans les perles naturelles, donc il y a ces idées préconçues qui circulent, hein, mais il n'y a pas de grain de sable, peut-être une présence de bactéries, mais quand vous allez faire la pêche aux huîtres, que j'ai pu faire d'ailleurs, voici quelques années, j'ai eu cette chance, vous allez voir que les huîtres sont dans le sable, hein. Donc on peut imaginer que le sable passe par ces huîtres, mais bon, on n'en trouve pas dans les perles. Alors, dispositif suivant, alors vous avez évoqué l'intérêt des perles dans le monde antique. Effectivement, on le retrouve sur les sites archéologiques, les civilisations antiques qui commerçaient avec la Mésopotamie. Vous avez aussi des objets d'une civilisation à 300 avant notre ère et qui a duré 600 ans. Donc en fait, on ne retrouve pas uniquement des perles qui sont perdues, non, mais des perles qui sont incrustées dans une pièce. Et ce qui tend à montrer que les gens ont utilisé ces perles pour s'embellir. Alors, ce sont les éléments-là hein, que l'on voit à l'écran, hein, qui ont 1000 ans d'âge. Et à gauche, l'une des perles les plus anciennes. Hein. Et puis aussi à droite, pareil, des perles qui sont nichées dans ce coquillage qui témoignent de l'intérêt qu'avaient les perles, que représentaient les perles comme objet d'échange. Ici, des colliers. Donc c'est fascinant. Désolé de vous interrompre, mais ces perles sont aussi un élément décoratif pour les hommes. C'est très, c'est très intéressant de voir que les gens portaient les perles de cette façon. Ben oui, mais l'intérêt de ces pièces, c'est qu'elles témoignent de la puissance commerciale de la zone. On voit des pierres précieuses indiennes, tu fais des flux commerciaux hein, avec Bahreïn, mais nous avons aussi des perles qui proviennent de Bahreïn, puis il y a aussi des coquillages, des éléments constitutifs de ces pièces. Puis le verre, c'était très rare à l'époque. Le verre, c'est un objet fabriqué par les hommes, mais c'est très rare quand même. Oui, effectivement, la Mésopotamie, là, sur place, on voit que cette zone n'était pas isolée, pas plus que Bahreïn, hein, avec des liens terrestres, avec des flux qui passaient de l'un à l'autre. Et voilà, la facture ici est très moderne. En Chine, en Afrique, en Amérique, là, vous alliez porter ce type d'objet. Hein. C'est le miracle d'ailleurs de ces perles naturelles, c'est qu'elles ne seront jamais démodées. Si vous ouvrez n'importe quel livre, vous allez tomber par hasard sur une page et puis vous allez voir sans doute la présence d'une perle, une empresse chinoise, un homme de l'époque néolithique en Amérique, et ça vaut encore aujourd'hui. Hein, les styles ont évolué, mais la fascination, le goût que nous pouvons avoir pour les perles, voilà, cela demeure complètement d'actualité. Et effectivement, l'intérêt est marqué pour ce type de matériaux. Donc voilà, maintenant nous allons plonger véritablement dans les perles que l'on retrouve à proximité et dans Bahreïn. Ici, la Pinctada radiata, hein, c'est l'huître que nous voyons ici maintenant agrandie à l'écran, de 8 à 10 centimètres de longueur, avec cet aspect nacré qui va constituer, dans les cas très rares, hein, la perle en tant qu'objet. Et puis ensuite, à gauche, nous voyons la qualité et puis la diversité des formes,
les couleurs des perles chez Pintada radiata. Et quand la qualité est parfaite, forme très ronde, c'est la perle Aldana qui décrit, qui est l'étiquette que nous pouvons attribuer à une perle parfaite. Puis ici, nous voyons ce tissu rouge qui est très caractéristique des marchands dans le Golfe, à Bahreïn. Ils utilisaient ce tissu comme présentoir, comme écrin, mais aussi pour préserver ces perles. Il y a aussi ce contraste qui rose cette couleur très douce, crémeuse de ces perles issues de cette aire géographique. Et puis, vous voyez bien, me semble-t-il, les couleurs assez tendres à gauche. À droite, c'est un peu mélangé, hein. Enfin, c'est G1, hein, c'est de grade 1. Vous voyez aussi ces teintes, ce coloris rosé. C'est l'éclat qui est vraiment caractéristique de Bahreïn. Et j'espère que ça ressort à travers ces images. Mais c'est effectivement la forme, la teinte. Mais au fond, je pense que la caractéristique, ce sont les caractéristiques propres des perles issues de Bahreïn. Mais les perles sont rares de par leur nature, mais il n'y a pas, toutes les perles ne valent pas sur le plan de la qualité. Effectivement, je me souviens à Bahreïn, il y a 3 ans, c'est une question très fréquente, savoir combien de perles est-ce que vous pouvez retrouver. Bon, évidemment, ça se fonde sur les calculs statistiques, hein, pour savoir où vous allez retrouver le plus grand volume de perles, mais il y a une perle de qualité sur 100 que vous avez trouvé, et pour la haute joaillerie, G1, il y a une perle sur 1000 ou voire 10 000 perles, hein, pour trouver la perle G1 qui va être la meilleure qualité utilisable pour la haute joaillerie. Donc en fait, il faut gérer les choses convenablement. Effectivement, nous protégeons nos perles, nous avons des lieux de récolte qui sont protégés, nombre de 3 d'ailleurs, mais c'est plus pour la biodiversité, hein, mais pour ces lieux de récolte, c'est là où on retrouve les huîtres, c'est des lieux très sableux, donc ce n'est pas protégé aux fins de la biodiversité, mais pour ces perles et pour ces huîtres. Puis aussi la question que vous avez posée, qui est intéressante sur les perles. Les perles sont des pierres précieuses organiques, vivantes. Ce n'est pas fossilisé d'une saison à l'autre. Historiquement, on peut dire que telle année a connu une récolte très féconde. Puis l'année d'après, peut-être que non. Donc en fait, ça varie d'une année à l'autre. Ce n'est absolument pas statique. Pourquoi? Parce que c'est organique. Et donc, il y a cet aspect, ce versant volatile. Mais c'est la beauté de la nature. Vous ne savez pas ce que vous allez avoir en définitive. Et j'ai eu la chance d'avoir un permis à Bahreïn pour me permettre de retirer 80 huîtres de ces lieux de récolte et je n'ai retrouvé une seule perle d'1 millimètre. Donc, bon, statistiquement, hein, je n'étais pas du bon côté des statistiques, si je puis m'exprimer ainsi. Et voilà, ici, dans ces vitrines d'exposition à Bahreïn, et puis aussi mise en regard avec nos vitrines à Paris. Et Olivier, vous l'avez dit, hein, les perles naturelles sont très rares, mais à Paris, on avait un goût marqué pour un type de perles, c'est-à-dire celles qui provenaient de Bahreïn, des petites perles crémeuses, Pintada radiata, avec une teinte rosée. Et là, c'était les perles dont on raffolait à Paris.
Et voilà, cela montre à quel point ces perles étaient d'ailleurs rares. Et si vous voyez des trésors magnifiques, on peut en voir ici à l'écran, les colliers modernes, mais qui sont constitués à partir de pièces très vieilles, hein, voire antiques. Effectivement, ce sont des éléments qui passent de génération en génération. D'ailleurs, les éléments constitutifs de ces pièces sont là et sont passés de génération à génération. Et d'ailleurs, les perles elles-mêmes, il faut attendre peut-être quatre générations pour que ces perles puissent se constituer. Il y a des bijoutiers à Bahreïn qui produisent des pièces de plus en plus singulières, même en menant des expériences avec la conception. Enfin, un collier de perles, bon, c'est un grand classique, mais ils souhaitent s'aventurer sur d'autres terrains avec des pièces plus complexes, plus sophistiquées pour capitaliser sur l'intérêt de la perle. Et donc, il faut aussi être patient hein, pour avoir le tandem, le couple de perles la plus adéquate. Et il faut se rappeler de quelle perle il vous faut, qu'est-ce qui vous fait défaut dans votre collection. Et effectivement, c'est intéressant pour nous à Bahreïn parce que tous les acteurs de la filière sont très reliés. Les marchands connaissent le stock des uns des autres. Donc, si quelqu'un a besoin d'un certain nombre de perles d'une certaine qualité ou d'une certaine teinte, ils vont travailler ensemble pour faire acheminer cette perle à la personne qui la demande, parce qu'ils ressentent une grande fierté et cette fierté dépasse le seul intérêt financier. C'est d'ailleurs, il en est de la pérennité, mais aussi de l'inclusivité qui anime la communauté, qui s'articule autour des perles. Et on va la retrouver d'ailleurs dans le catalogue, un grand nombre de textes qui détaillent le type de commerce qui se pratique à l'époque et même encore aujourd'hui à Bahreïn, un commerce protégé d'ailleurs, mais ceci a été constitué comme commerce à Paris à la belle époque. Il y avait des marchands qui étaient à la recherche de perles à Bahreïn, dans le Golfe, qui les ont ramenées à Paris. Puis il y avait aussi des marchands qui voyageaient à Paris, jusqu'à Paris, pour vendre leurs perles. Et il y avait une immense communauté constituée ici à Paris, rue Lafayette, pas très loin. Tous les Parisiens, ils connaissaient très bien. Et là, c'est encore une rue dévolue à la vente des gemmes, non pas forcément, non plus impliqués dans le commerce des perles naturelles, mais c'était une immense communauté. On a en peine à l'imaginer aujourd'hui. Et tout le monde était à la recherche du tandem parfait, parce que ça va doubler le prix, mais également cela va développer son prix vénal de façon exponentielle. C'est extrêmement rare. Effectivement, il y a des grands noms qui vont se rendre sur Muharraq et inversement à la recherche de boutiques susceptibles de vendre des articles recherchés à des boutiques sur les Champs-Élysées notamment. C'est intéressant de retracer l'itinéraire de ces familles qui s'écrivaient, puis qui passaient à Marseille. C'est intéressant hein, comme objet d'étude et j'espère que vous aurez le loisir aussi de vous y pencher également. Voilà d'autres pièces d'exception grâce à la famille Mata, vraiment remarquable. Donc, si vous voulez vraiment regarder ces perles naturelles, j'espère à l'écran, vous arrivez à déceler la qualité, l'homogénéité des formes et l'éclat. Ici, nous avons la légende. Ceci a été vendu voici quelques années. C'est la pièce, enfin les perles les plus remarquables G1 de qualité, de première qualité, de G1, comme on dit. 18
fil. C'est remarquable. Et ce sont des marchands, mais sont aussi des collecteurs, des collectionneurs. Donc, ils allaient compléter leur collection, ils allaient commercer, certes, mais à tel point qu'à un moment donné, ils allaient refuser de vendre parce que c'était trop douloureux de céder ces pièces. Et on peut penser à toutes ces générations qui travaillaient la main dans la main. Et parfois, un collier devient trop important pour vendre. C'est comme un blason de chevalier. Et il y a un collier qui va être retiré du commerce parce que c'est trop précieux pour le marchand. Même si la personne est un marchand et il adore le perle, mais bon, ces pièces ne seront jamais cédées. Et même aujourd'hui, à Bahreïn, des concepteurs, des collectionneurs, des maisons, en fait, réutilisent leur stock de perles, ou bien il y a une nouvelle arrivage de perles à Bahreïn, mais ils vont utiliser ces perles naturelles comme étant le matériau de choix pour constituer des pièces contemporaines telles qu'on en voit ici chez Van Cleef et Arpels. C'est un collier absolument remarquable à droite et c'est vraiment très créatif. Hein. De tels joailliers, ils gardent les créations les plus exceptionnelles, avec des diamants, des pierres naturelles exquises. C'est de l'art. C'est comme une sculpture naturelle. Cela requiert de l'inspiration pour fabriquer ces structures bizarres. On peut même créer un effet presque de laine grâce aux perles naturelles. Et ce ne sont que quelques exemples parmi des milliers d'autres qu'on peut voir dans l'exposition. Oui, portez vos perles. Utilisez-les pour protéger vos perles. Il faut les porter. Ne gardez pas vos perles dans un coffre. Elles sont faites pour être utilisées, portées le plus possible. Et ça peut durer très longtemps, hein, pendant des millénaires. Vous avez vu la photo à Bahreïn, hein? Et encore de très très bonne qualité. Et on les portait, hein? Eh bien, on vous invite maintenant à venir nous rendre visite ici à Paris à partir de cette date. Lisez notre catalogue, mais il est temps maintenant de vous remercier pour votre connaissance, votre passion, et je suis certain que vous avez beaucoup de questions. Mais il est temps de vous inviter également pour notre prochaine séance à Abu Dhabi, à partir de Louvre, sur un sujet intéressant concernant la gémologie et l'art. Donc, merci encore une fois. Mais avant de prendre les questions, on va prendre la caméra pour vous montrer toute l'équipe. Merci beaucoup pour les traductions et pour l'aide technique également. Et merci, chère Céline, d'être avec nous ici pour nous poser quelques questions. Merci infiniment pour cette séance dédiée aux perles. Beaucoup de questions de notre public. Première question pour votre Excellence. Quel est un site archéologique célèbre à Bahreïn avec des découvertes précieuses portant sur les perles? C'est Pahat Bahreïn, l'ancien port. C'est un site qui a 8 mètres, hein, qui recouvre les anciennes civilisations. Sur chaque couche de cette histoire archéologique, il y avait des perles sous des formes différentes, joaillerie et autres. C'est un des sites archéologiques les plus importants et les plus visités aussi. Si les visiteurs vont à ce site, le musée présente également cette histoire avec des perles. Et il y a encore des fouilles qui continuent. Ça a commencé en 1964, mais c'est toujours en cours. Ils sont toujours en train de creuser à d'autres sites
Je me rappelle que les fouilles ont été organisées par une équipe française, n'est-ce pas? Nous avons une équipe française, effectivement, qui travaille sur le site depuis 1976 et ils sont toujours en train de travailler à mener des fouilles sur différents sites. Et on trouve souvent des objets. Le livre a été rédigé par Pierre Lombard il y a quelques années, n'est-ce pas? Un monographe très célèbre dédié à ce site. Oui, en effet. Donc, avec les antiquités aujourd'hui, ce soir, Léonard, on utilisait les antiquités depuis quand? Il n'y avait pas simplement les perles, il y avait des coraux aussi dans la région. Les coraux sont tout aussi importants que les perles, hein, parce que c'est comme un cousin. Mais effectivement, l'autre minéral était très important. Sinon, il y avait les lapis de la Mésopotamie ou des pierres du Pakistan. Je ne suis pas gémologue, hein, donc je ne suis pas certain. Mais quand on lit des textes des temps anciens, vous trouvez d'autres pierres précieuses. Bien avant qu'on a entendu parler des saphirs, des diamants, des émeraudes, c'était les pierres précieuses qui étaient les plus appréciées. Sur l'Antiquité, encore une fois, nous avons une question concernant les perles découvertes dans les temps anciens. Est-ce que les perles viennent du Bahreïn ou de la période de Tylos en Grèce antique? Eh bien, il y avait du commerce dans différentes parties du monde. D'abord avec l'Est et ensuite l'Ouest. Notre commerce était purement maritime à cause de notre emplacement dans le Golfe. Hein. Robasta ensuite a pu aller dans les Levantes avant d'aller en Europe. Donc c'était la transformation la plus logique pour aller vers ces marchés. On doit également parler de la nature des perles. Est-ce que c'est dans l'eau de mer? Mais il y a des perles d'eau fraîche, naturelle, et ça vient du nord de l'Europe. Tout dépend donc du type de perles. À l'époque, il y avait si peu de perles. Tout le monde en voulait. Partout où il y avait des perles, on essaie de les trouver. Merci. Et une autre question pour Olivier. Il faut récolter des huîtres pour trouver des perles. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du domaine, de l'eau fraîche, l'eau de mer, le type d'huître. Radiata, par exemple, comme on a dit, qui vient surtout de Bahreïn. Donc, on disait, et on dit toujours qu'en moyenne, une perle pour 100 huîtres. Et c'est mon exemple. Hein. Quand j'ai pêché des perles. Mais pour les perles, on disait souvent que pour 100 perles, il y a une perle de bonne qualité. Et la même chose pour G1 ou Agama qu'on a vu tout à l'heure. Parfois, il faut 10 millions d'huîtres pour trouver cette huître. Merci beaucoup. Donc, on a parlé de la valeur de la transmission. Olivier, est-ce qu'une perle percée a moins de valeur qu'une autre? Je dirais que toutes les perles sont bonnes. Pour être utilisée, la perle doit être On ne va pas utiliser les perles un sans peu percée. forage. Donc, en fait, Il n'y a pas de différence de valeur.
pour une perle différence de valeur non entre percée ou forage et percée, non parce forage, qu'elle parce doit qu'il faut être qu'il y ait percée pour être utilisée. cette pratique pour être Il n'y utilisée. a Donc pas de on va, comparaison c'est sans avec comparaison d'autres avec pierres d'autres précieuses. pierres Les précieuses. perles Les perles sont toujours percées. subissent Et je toujours dirais même, cette pratique. Et il je vaut dirais que mieux c'est l'acheter c'est percé mieux de déjà, l'avoir déjà, parce que l'avoir parfois, acheté on peut et avoir défaut ayant subi ce pendant le processus. cette procédure, parce que sinon, On peut si, endommager la si vous le perle. faites Donc, c'est encore mieux si on après, achète alors que il c'est est déjà possible que percé, la pour être perle sûr que puisse la perle être ne sera pas endommagée. Donc, il endommagée vaut pendant mieux le l'avoir processus. acheté après Et ce vous-même, vous ne forage. pouvez Et pas nous, on va percer le une faire perle. Il n'y d'ailleurs. a En que fait, c'est les que les marchands, les spécialistes négociants ont le qui savoir-faire connaissent pour l'art du pouvoir percer pour le le faire. faire correctement. Donc, c'est très rare, à mon avis, d'acheter ces perles non forées sur le marché. Merci, Olivier. Une autre question pour vous, Léonard. Le plus ancien article dans l'exposition chez nous, moi je dirais que ce sont les perles sombres de la reine d'Espagne, Isabelle. C'est possible que ces perles datent de quelques siècles avant qu'elle les ait portées. Nous n'avons pas des perles antiques issues de l'Antiquité, c'est une concurrence en fait. Il y a toujours des perles qui vont se faire jour, qui sont plus vieilles que celles qui existent actuellement. Parfois, elles apparaissent dans le Golfe, parfois au Mexique. Je ne vais pas me prononcer parce que dans quelques semaines, quelques mois, on va trouver à Bahreïn une perle qui a 10 000 ans d'âge. Et il y a beaucoup de recherches archéologiques qui est menée tous les jours. Et vous nous avez dit pendant la phase préparatoire de cette réunion qu'ils découvrent sans cesse de nouvelles perles. Effectivement, il y a des perles qui apparaissent. Effectivement, Bahreïn a une richesse, un sous-sol complètement, enfin très très riche et ses côtes très riches. Donc c'est toujours en marche. On peut s'imaginer qu'on sait tout sur les perles, mais en fait il y a toujours de nouvelles découvertes d'année, d'une année à l'autre. Alors ce qui est intéressant, c'est le contexte de la découverte. Comprendre la procédure que l'on utilise pour travailler ces perles. Alors, vous avez évoqué la musique tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres expressions artistiques où la perle tient un rôle important? Je pense que la bijouterie, en fait, c'est l'art qui va mettre en valeur le plus la perle avec l'association avec la pierre précieuse. C'est une œuvre d'art. Nous l'avons vu à travers plusieurs pièces dans l'exposition. Et ce que fait l'école ici, doter des uns des autres des compétences pour intégrer ces perles à des pièces, ça c'est très précieux. Et on espère voir davantage de perles sur ces pièces à l'avenir. Oui, les artistes modernes, on le voit dans le film d'ailleurs que nous projetons ici, en fait, les artistes modernes s'intéressent aux perles. Bon, je ne connais pas très bien l'art moderne, j'avoue, mais grâce à votre recherche, nous avons pu retrouver ces artistes qui travaillent d'ailleurs à proximité de Bahreïn, voire même dans Bahreïn. Nous pouvons même constituer une exposition où nous pourrions montrer de l'art moderne, la poésie, la littérature, des films, des affiches, des peintures, des illustrations et tous ces éléments vont nécessairement parler des perles. Et puis aussi l'opéra, le film de l'opéra, effectivement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ce film. C'est un film animé qui se fonde sur des chants à Bahreïn, des chants d'ailleurs composés avec des compositeurs contemporains. Et c'est un exemple parmi d'autres.
Il y a aussi les commissaires du musée, hein, nous travaillons avec eux pour essayer de nouer des partenariats et c'est sans arrêt, hein, c'est une amitié, un lien culturel et tant qu'il y aura des personnes qui aiment des perles, évidemment, il va y avoir une culture qui va s'étoffer autour de ces nouvelles créations et c'est de plus en plus de créations qui vont accompagner cette évolution-là. Alors, la scénographie de l'exposition, qui en est responsable? Ah bah, c'était l'équipe de Van Cleef et Arpels, notamment. Et puis, il y a aussi une artiste qui voulait un environnement en noir et blanc. Dans mon premier contact, j'étais un peu choqué parce que typiquement, on va faire contraster les perles sur un fond rouge. Mais après, j'ai compris que ces perles pouvaient s'apprécier là où le noir et blanc était l'arrière-plan de choix sur les photos, dans les films. Et par exemple, l'Onyx était un partenaire, si je puis dire, pour ces perles typiquement. Donc c'est une métaphore intéressante, un filet, un univers en noir et blanc. Hein, je l'apprécie en fait. Et ce tissu rouge, pourquoi ce tissu rouge? Pourquoi ce choix de tissu rouge pour présenter les perles? Bon, en fait, c'est traditionnel à Bahreïn. Hein. C'est ainsi que l'on conserve ces perles. C'est le contraste, c'est le jeu de contraste entre la couleur rouge et la perle qui va. Ce contraste nous vient de nos ancêtres et dans la filière perlière, il y a des traditions dont on hérite. Parfois, on peut comprendre pourquoi ça existe, d'autres pas, mais voilà, en tout cas, cette couleur nous vient de nos ancêtres. Merci beaucoup. Donc, la perle raconte l'humanité, si je puis dire, et nous sommes ravis d'avoir pu vous retrouver ce soir. Merci, Excellence. Merci à tous. Je tiens à vous remercier chaleureusement de votre venue ici à Paris pour nous faire profiter de votre savoir. Venez à Paris. J'espère pouvoir ramener des perles issues de plus de régions. Gardez vos questions pour vous et nous allons pouvoir y répondre dans le chat. Merci à toute l'équipe technique pour la diffusion et j'espère vous retrouver bientôt. Merci à tous et à toutes.